Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. J'ai passé toute mon enfance à Bordeaux, donc je suis très content de revenir. Et je vais essayer de vous montrer que ça n'est pas une imposture que de parler de Sustainable AI. On peut passer... Donc ceux qui veulent aller plus loin, j'ai notamment écrit un livre, vous allez comprendre, je vais parler de Blaise Pascal, qui est mon associé, puisque c'est un peu plus long. Bon. Vous allez comprendre pourquoi ma société s'appelle Blaise Pascal Advisor. Et donc, effectivement, j'ai été autrefois vice-doyen de la recherche à Centrale, mais c'était il y a 10 ans. Et maintenant, après avoir été cofondateur d'une trentaine d'aventures, donc pas mal ont fait faillite, certaines ont levé 100 millions et se portent bien. Je suis maintenant advisor d'entrepreneurs. Et je vais passer tout de suite à la slide suivante. Donc, j'ai dit Sustainable AI, est-ce que c'est une imposture ou une promesse? Et l'enjeu de mon exposé, c'est de partir de l'imposture et d'essayer de vous emmener vers la promesse. Mais c'est quand même une gageure, parce que si on regarde les choses, si on s'éloigne un peu de cet amphi et qu'on se retrouve au milieu de Monsieur Tout-le-Monde et qu'on regarde des chiffres, l'IA, c'est déjà à peu près 4% des émissions mondiales de CO2, un peu plus en France. Bon, on peut se dire 4%, c'est pas énorme, sauf que l'augmentation est exponentielle. Et si ensuite je regarde l'électricité, j'ai été autrefois patron des labos à EDF, là c'est déjà 10% du réseau électrique en France, mais déjà en Irlande, c'est quasiment 20% du réseau électrique. En fait, la consommation électrique des serveurs de l'IA, c'est déjà en Irlande plus que l'ensemble du secteur du logement. Donc ça veut dire que même si on ne parle pas de CO2, si on regarde juste la question de l'électricité, qui est quand même compliquée, parce que changer un réseau électrique, ça prend 10 ans, 15 ans. C'est pas un sujet sur 12 mois, c'est très long de changer un réseau électrique. Ça veut dire que dans certaines parties du monde, on va se retrouver à avoir des très mauvais problèmes, un peu ceux qu'on a connus pendant le Covid. Qu'est-ce que je fais entre l'électricité pour l'école, pour l'hôpital et pour les serveurs d'OpenAI? Donc, on va avoir des sujets assez désagréables sur le réseau électrique. Donc, si je pars de là, finalement, Sustainable AI, c'est une vaste imposture. Nous allons dans le mur. Alors, pour essayer de passer à la promesse, je vais vous proposer d'abord de faire un petit clin d'œil du côté philosophique et cognitif, parce que le mal est profond. Et la première chose que je voudrais vous proposer, en lien avec Pascal, c'est de comprendre qu'il y a derrière la poursuite de l'IA des phénomènes assez profonds, dont le premier est le divertissement. Le divertissement. Pascal dit, le grand malheur de l'homme, c'est de ne pas pouvoir rester dans sa chambre au repos. Nous avons besoin de poursuivre des lièvres dont nous ne voudrions pas s'ils nous étaient livrés, chassés. Et ça, tous les gens de l'Internet l'ont très bien compris. L'intégralité de l'économie de Facebook repose sur les mécanismes d'attention sur lesquels on a très bien observé que la structure cognitive, comme l'a très bien prophétisé Pascal il y a 4 siècles, notre cerveau a besoin de poursuivre des lièvres. Et donc, toute cette industrie s'appuie là-dessus. Et ça veut dire que tous les discours qui vous disent « mais c'est pas grave, la sobriété, on va apprendre aux gens à moins se servir des iPhones, à moins se servir de GPT, tout ça, on va dans le mur parce qu'on est en train de méprendre un besoin fondamental du cerveau humain. » On ne peut pas sortir de la logique du divertissement. Ce qu'on peut faire, c'est convertir le divertissement. Donc, c'est choisir un autre lièvre. Et donc ça va être un des sujets de Sustainable AI, ça va être de proposer un autre lièvre. Pas de dire aux gens, vous allez arrêter de consommer, non, de dire, on va faire les choses différemment. Et donc, il va falloir que cette histoire sur ce nouveau lièvre soit très attractive. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième phénomène qui est très, très important dans l'IA et que Pascal a admirablement également prophétisé, c'est le règne de la rhétorique. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, si ce n'est un vaste hold-up rhétorique? L'intelligence artificielle, deux choses qu'a priori tout semble opposer, qui constituent un espèce d'horizon un peu flou mais hautement désirable. Et c'est parfaitement voulu. Les gens qui, au séminaire de Dartmouth en 1956, ont décidé de parler d'intelligence artificielle,
vous pouvez trouver une vidéo avec l'un des membres qui vous dit « J'avais besoin de lever des fonds ». Quand vous avez besoin de lever des fonds, il faut emmener les gens sur la Lune, enfin plutôt sur Mars. D'ailleurs, c'est ce que veut faire Elon Musk. Je peux vous dire, moi j'ai monté plusieurs boîtes. Quand vous mettez .ai, vous aviez, parce que maintenant les gens sont un petit peu moins naïfs, mais vous aviez beaucoup plus de chances de lever des fonds. Donc pour lever des fonds sur des aventures qui coûtent très cher comme l'IA, il faut des hyperboles rhétoriques. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir construire sur Sustainable AI également une hyperbole rhétorique. Sinon, si on a des discours qui sont grisonnants, sobres et frugaux, on n'emballera pas les cœurs, on n'ira pas chercher les meilleurs talents, et donc il va falloir aussi se battre sur le terrain de la rhétorique. D'ailleurs, Pascal dit, si vous cherchez à vous convaincre, vous perdez votre temps. Ce qu'il faut, c'est séduire. Voilà. Donc il faut rendre l'aventure Sustainable AI désirable. Et ça, c'est très important, parce que si vous n'occupez pas le terrain de la rhétorique, alors qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va courir de manière mimétique derrière ce projet fou proposé par beaucoup de gens, notamment dans le transhumanisme. Et il y a un grand mythe, alors ça c'est pas Pascal, ça vient de plus loin de Pascal, qui nous aide à réfléchir là-dessus, c'est le mythe de la tour de Babel. Alors la tour de Babel, il y a très 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 longtemps, il y a les meilleurs ingénieurs qui se sont rassemblés, qui ont commencé à construire une tour. Alors ils ont mis un premier étage, et puis un deuxième étage, un troisième. D'ailleurs, les étages de la tour de Babel tiennent avec du bitume, hein, qui est un hydrocarbure non renouvelable. Et donc, on construit des étages, et j'en suis à 100, à 1000, à 10 000. Ça y est, j'ai 100 000 neurones, j'ai 1 million, j'ai 1 milliard, j'ai 1000 milliards de réseaux de neurones. Et en fait, tout le monde vient parce que tout le monde est là. Et le texte dit d'ailleurs, les gens venaient parce qu'il fallait se faire un nom. Et donc, on construit cette tour qui monte où? Qui monte au ciel, sky is the limit, comme on dit dans les startups, mais en fait cette tour monte nulle part, et cette tour va s'effondrer. Donc ça veut dire que l'aventure de la tech pour la tech, dans laquelle la seule chose que je fais, c'est de mettre sur Hugging Face le dernier modèle qui est encore plus gros que celui d'avant, c'est une aventure qui joue sur le désir mimétique, dans lequel tout le monde va aller, parce que c'est là qu'il faut être, mais c'est une aventure qui mène dans le mur. Et donc, voilà un troisième critère. Il va falloir, autour de Sustainable AI, donc, je récapitule, construire un lièvre, quelque chose qui va nous occuper. Ensuite, il va falloir occuper le terrain rhétorique, il va falloir faire quelque chose de désirable. Et troisièmement, il va falloir donner un sens. Et ça, c'est bien, parce que donner un sens, en général, le développement durable, c'est quand même un horizon qui est plus désirable que le futur cyber-augmenté avec des machines qui nous remplacent. En général, pour la plupart des gens, c'est quand même quelque chose qui donne du sens. Voilà, donc avant de rentrer maintenant dans des exemples, j'ai fait un petit détour, mais il est très important. Avant de rentrer dans des exemples, je vais poser la question dans la salle. Pour qu'on occupe justement le terrain du désir, quel serait, selon vous, quelque chose dont vous seriez vraiment fier avec l'IA dans votre environnement professionnel? Si vous arriviez à faire quelque chose avec l'IA dont vous seriez authentiquement fier, vous seriez fier d'en parler à votre nièce qui a 7 ans sans détourner le regard, vous seriez vraiment fier. Est-ce que quelqu'un a une proposition? Je ne sais pas si un micro peut circuler dans la salle. Une idée, un projet, un rêve. Si vous aviez une baguette magique avec l'IA. Qui se lance? Parler avec les animaux. Pardon? Communiquer avec les animaux. Communiquer avec des animaux. Alors, ça c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se jouent aujourd'hui, on va dire, dans l'écologie augmentée. Chaque jour, d'ailleurs, grâce à l'IA, on s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'être une personne humaine par rapport à la machine, mais en fait, on progresse aussi sur la compréhension de ce qui nous rapproche des animaux. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a écrit un bouquin magnifique là-dessus sur le langage des baleines, et sur la compréhension du langage des baleines, d'ailleurs à partir d'IA générative. Et est-ce qu'on peut, comme ça, d'une certaine manière, aller rejoindre ces autres créatures? Un projet fascinant, en plus qui peut avoir bien sûr un sens écologique, puisqu'à partir du moment où on communiquerait avec les animaux, dans une forme de compréhension des animaux, alors on serait encore plus
voué à les respecter. Très beau projet, bravo. Autre? Soigner Alzheimer. Soigner Alzheimer. Alors voilà un sujet magnifique sur lequel d'ailleurs il y a énormément de travaux. Et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ça fait partie des motivations de quelqu'un comme Elon Musk. Elon Musk, à titre personnel, il a fait son coming out d'autiste il y a déjà un certain temps. Il est très préoccupé par toutes les questions de santé mentale et de dégénérescence. Et parmi l'horizon de ces implants et de ces IA, il y a ça. Alors évidemment, il y a aussi d'autres choses qui nous plaisent un peu moins, mais ça fait quand même partie des sujets essentiels et sur lesquels il y a plein de choses. Je connais aussi un entrepreneur qui montre quelque chose sur la détection des crises d'épilepsie et sur la prévention de l'épilepsie chez les enfants. Il y a des choses magnifiques à faire avec l'IA là-dessus. Autre rêve, projet qui aurait beaucoup de sens, dont vous seriez fier? Prédiction des catastrophes naturelles. Prévision des catastrophes naturelles. Là aussi, il y a des choses très intéressantes à faire. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple. J'ai lancé avec le patron d'une boîte quantique qui s'appelle Pascal, mais avec un Q, qui est une licorne quantique cofondée par le prix Nobel de physique Alain Aspect. Et on a lancé déjà il y a 2 ans, enfin c'est la 2e édition cette année, un prix mondial qui s'appelle Sustainable Quantum AI, dans lequel on a proposé 50 000 € aux étudiants du monde entier. Proposez-nous des use cases qui soient au service du développement durable et qui en plus se servent pour la descente de gradient dans l'IA ou l'optimisation de quantique. Et donc grâce au quantique qui décarbonerait en plus, puisque c'est l'une des promesses du quantique, en particulier de la techno d'atome neutre de Pascal, qui n'a pas besoin de, contrairement à ce que fait IBM, de supraconducteur qui n'a pas besoin de refroidissement, enfin peu, eh bien c'est de décarboner les applications d'IA. Et parmi les projets, on a eu des projets du monde entier, on a eu 700 candidats, 150 projets l'année dernière et cette année, et il y a pas mal de projets effectivement sur la prévision des catastrophes naturelles, à la fois les trajectoires de cyclones, la prévision et l'optimisation des secours pendant les feux de forêt, avec des problèmes à la fois de prévision et d'optimisation en direct. Donc il y a vraiment beaucoup de choses effectivement sur l'appréhension des catastrophes naturelles. Un très bon sujet. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de lièvres qui sont intéressants, qu'on pourrait poursuivre si on marketait un peu ces lièvres. Il y aurait des très belles choses à faire. Et alors maintenant, il faut quand même parler aussi un peu des peurs, parce que si je veux m'embarquer dans une aventure entrepreneuriale, il faut être un peu lucide aussi sur les peurs, parce que si j'oublie les peurs, ça va vous claquer. Alors là aussi, je vais poser une question dans la salle. De quoi avez-vous peur avec l'IA? De quoi avez-vous peur? En général, quand on est en France, il y a plus de réponses sur les peurs que sur les rêves. La généralisation de la surveillance algorithmique. La société de surveillance, donc George Orwell, 1984, très prophétique. Effectivement, un grand sujet. Et ce qui est d'ailleurs redoutable sur ce sujet, c'est que ceux qui en parlent le plus sont parfois ceux qui veulent surveiller. Donc c'est toujours ceux qui dénoncent la propagande, c'est ceux qui en font. Donc c'est toujours un peu le problème. Mais effectivement, on a un très grand sujet. Ce monde qui serait totalement mathématisé, dans lequel, pour le meilleur des mondes, grâce à de la data partout, on ferait advenir en fait une sorte de contrôlabilité universelle. C'est un des fantasmes, même en termes mathématiques, la contrôlabilité universelle et la surveillance universelle, bien sûr pour le bien des autres, à leur place. Voilà. Alors une autre peur. Qu'on arrête de réfléchir par nous-mêmes. Qu'on arrête de réfléchir par nous-mêmes. Exactement, qu'on délègue toutes nos tâches intellectuelles. Voilà, donc la lobotomisation généralisée. Lobotomisation généralisée, un très grand sujet, et d'ailleurs il y a des gens qui font un projet, puisqu'ils considèrent que, après tout, les personnes humaines sont parfaitement irrationnelles. Si on s'appuie sur les personnes humaines pour lutter contre le changement climatique, on va dans le mur, parce que ces gens-là poursuivent des lièvres, et donc pour faire advenir
le royaume climatique, il va falloir remplacer la pensée des personnes humaines par une dictature algorithmique qui rend les gens dociles. Donc c'est tout à fait... Il y a des gens qui même poursuivent ce projet terrible. Hein. Alors c'est un projet sur lequel quand même on a quelques... Si on a un peu de culture épistémologique, on a des petites réserves, parce que le fait de dire que la réflexion serait totalement finalement remplacée par la machine, c'est quand même oublier un certain nombre de choses, notamment sur le fait que voilà, il y a quelques grands théorèmes dans la science du XXe siècle, l'incomplétude de Gödel, le principe d'incertitude d'Heisenberg, le chaos déterministe. Il y a plein de choses qui nous montrent qu'en réalité, il y a des limites à la raison calculatoire et que il est un peu hâtif de conclure que le cerveau humain est un ensemble de cellules qui sont neurones qui sont juste plus efficaces énergétiquement que les neurones électroniques. Il y a quand même là-dedans finalement une tentation réductionniste, néo-scientiste, qui est à l'œuvre derrière des discours de, disons, suppression de la pensée. Mais il y a aussi la paresse. Nous sommes tous des gens paresseux. Donc nous sommes tous ravis de... Comme disait d'ailleurs Dostoïevski dans Le Grand Inquisiteur, nous sommes tous prêts à déléguer notre liberté pour un plat de lentilles, hélas. Donc c'est quand même un vrai risque. Alors voilà, donc il y a beaucoup de peurs, on voit qu'il y a des rêves et des peurs, et par rapport à ça, évidemment le piège dans lequel, hélas, notre pays et notre continent a tendance à tomber, c'est de dire le plus important, c'est de travailler les peurs. Et pour travailler les peurs, on va mettre en place des lois et règlements et de la conformité. Et donc on va dire, on va mettre en place, vous savez quel règlement européen sur l'IA, il y a beaucoup de choses. Et hélas, je ne crois pas beaucoup à ces solutions, car chacun d'entre vous, s'il est entrepreneur, sait qu'il est rare qu'on motive les personnes sur la conformité. Et si vous avez des data scientists qui vous disent, écoute, c'est génial ton modèle, mais tu vas t'arrêter là parce que tu comprends, la loi et le règlement fait que tu n'as pas le droit de regarder, il va partir. Parce que si vous êtes dans une vocation scientifique et technique, vous allez toujours chercher à aller le plus loin possible. Et donc, hélas, les modèles de régulation et de conformité, même s'ils sont assez utiles dans une certaine mesure, ne vont pas résoudre le problème. Au mieux, ce sera de l'hypocrisie. On peut se rappeler le scandale d'Enron, Enron qui était si vous allez chercher cet opérateur de gaz qui est devenu une des plus grandes capitalisations américaines il y a 20 ans, qui faisait du trading, qui avait d'ailleurs déjà des algorithmes, ils avaient un règlement éthique absolument parfait, ils avaient des auditeurs qui avaient dit qu'ils étaient parfaitement dans les règles de conformité, et tout ça s'est terminé avec la plus grande faillite de l'histoire américaine. Donc le problème de la régulation et de la conformité, donc le problème d'essayer de conjurer les peurs en mettant des règles, hélas, ça va produire généralement de l'hypocrisie, et en tout cas, vous n'avez pas attiré les meilleurs talents. Donc hélas, c'est pas forcément une bonne solution. Alors il y a une deuxième solution qui est assez tentante, hélas, sur le sujet de la sobriété, c'est le renoncement. C'est dire, non, en fait, comme l'IA consomme tellement, je vais pas m'en servir. Et là, l'histoire économique est pas tout à fait tendre sur les gens qui décident de ne pas se servir d'une technologie parce que elle est mauvaise. Si vous allez chercher les Ludites, au moment de l'apparition du métier à tisser, à la fin du 17e, 18e, vous avez des tisserands qui disent mais en fait c'est mon job. Et donc cette machine va supprimer mon job. Et puis d'ailleurs, elle va pas le faire bien. Et puis de toute façon, ça sert à rien. Et puis d'ailleurs, les clients n'en veulent pas. Bon. Tous les tisserands qui ont refusé la machine à tisser ont perdu leur job. Les premières entreprises qui l'ont adopté, qui se sont dit ça va changer notre façon de travailler et puis on va essayer de faire mieux le job, non seulement elles ont gardé, mais elles ont développé leur emploi. Donc l'histoire économique est pas tout à fait tendre sur le déni des technologies. Et je vais vous donner une aventure que j'ai vécue moi-même. Il y a 10 ans, j'ai travaillé avec un entrepreneur héritier d'un cabinet comptable. Alors c'était pas à Bordeaux, c'était à Épinal, de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, un cabinet assez bien géré, très rentable. Et l'héritier du fondateur, 40 ans, dit tous les mois 24,99 € avec marqué Telco. J'ai pas forcément besoin d'un comptable pour dire que ça va dans le compte 61,25 dépenses de téléphone. Peut-être que je peux entraîner une machine à le faire. En 2015.
Et il vient me voir, j'ai dit, mais aucun problème, on a recruté de data scientist. En 3 mois, on a fait le POC, on a montré qu'on était capable de réduire par 4 au début, et puis ensuite on est descendu par 10. Donc 4 fois moins de temps par comptable sur un dossier, 4 fois moins de temps. Et on a ensuite même essayé de faire une offre en ligne en disant, bah tiens, on va proposer aux gens moins cher, plus rapide d'avoir une comptabilité, mais dans lequel ils auront finalement ils auront une liasse fiscale en direct, ils auront plus forcément le contact avec le comptable. L'offre a été plébiscitée par les clients. Et on était les premiers à le faire. Premiers à le faire en France et même en Europe, finalement, à mettre de l'IA dans la comptabilité. Et là, les 200 personnes de la société historique ont dit, mais moi, je suis pas devenu comptable pour être modérateur d'algorithmes. Puis d'ailleurs, ça va pas marcher, et puis on va se tromper, et puis d'ailleurs, l'administration fiscale va pas le vouloir, et puis les clients d'ailleurs n'en veulent pas, etc. Le projet s'est arrêté, et cette entreprise a loupé l'occasion de devenir le leader français et européen de la comptabilité par IA. Alors, finalement, on a réussi, il a fallu 3 ans, etc., et on a réussi à trouver, en fait, un moyen d'associer par le biais d'une plateforme qui n'était pas en fait obligatoire. On proposait aux experts comptables qui étaient en mode un peu franchisé de se servir s'ils le souhaitaient de la plateforme. Et donc on était plutôt dans la possibilité. Et donc finalement, ça s'est adopté. Et aujourd'hui, l'entreprise est prospère, mais elle a perdu la place de numéro 1. Donc ça, je l'ai vécu et pourtant j'ai averti, mais voilà, on n'a pas réussi. Donc je pense que là aussi, ça c'est un premier piège, ce serait d'aborder Sustainable AI uniquement sur le registre de la réglementation. Le deuxième piège, ce serait d'aborder ça sous le registre du déni, en disant je vais pas me servir des algorithmes parce qu'ils consomment trop. Ça, je pense que là aussi, on a une erreur. Et donc finalement, la troisième voie, qui me paraît la seule possible et qui est désirable, et je vais vous donner des exemples, même si c'est pas facile, c'est d'imaginer comment est-ce que vous pouvez mieux faire votre métier grâce à l'IA, moins cher, mieux, et plus écolo, et plus intéressant pour les parties prenantes. Et je pense que c'est possible, dans bien des cas c'est possible. Pourquoi ? Parce que l'IA est un moteur d'efficacité incroyable, et que dans beaucoup de business, vous pouvez faire des gains de productivité, et ces gains de productivité sont associent souvent du cash et des émissions, parce qu'il y a de l'énergie, il y a des transports, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi des transformations de modèles. Et donc, je pense que c'est ça le vrai sujet, si on veut vraiment construire des choses désirables et crédibles sur le Sustainable AI. La question est une question stratégique, c'est se dire comment est-ce que j'imagine de manière différente et si possible rêver. Là, on va retrouver un peu voilà ce qui fait que je vais me lever le matin et ce qui fait que je vais construire une entreprise quand je suis entrepreneur ou je vais embaucher des personnes. C'est finalement une proposition de valeur qui va renouveler un métier en le faisant mieux pour tout le monde et mieux pour l'environnement. Et c'est possible, je vais vous donner maintenant 3 exemples vécus. Premier exemple qu'on a débarré il y a 7 ans, un groupe 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, post-LBO, qui a d'ailleurs une agence à Pau, même s'il est basé à Avignon, qui est le leader français de l'ingénierie des sols. Hein, vous construisez un entrepôt ou un pont, eh bien, à quelle profondeur est-ce qu'il faut forer, fonder pour que le bâtiment tienne. Et donc le métier historique, c'est je déplace des machines de forage qui sont assez lourdes, consomment du diesel pour forer, je mesure, j'envoie un rapport au client architecte. Métier avec des marges un peu compliquées parce que à peu près tout le monde peut s'acheter une machine en leasing et vous faire concurrence. Métier très polluant. Métier compliqué en termes d'aléas parce que vous avez tous les problèmes de chantier, vous êtes toujours en retard, le client se plaint tout le temps. Et en fait, ça fait 50 ans que cette entreprise se fait ce métier-là, donc à peu près partout en France où on construit, on a fait des trous. On a fait des trous, et donc l'idée est très simple. Est-ce que je peux récupérer ces trous, mettre ça dans un modèle, et à partir de là, essayer de prédire la résistance du sol, la possibilité de construire, le niveau de la table, etc. Est-ce que je peux prédire les préconisations constructives? Et ce faisant, est-ce que je peux réduire le nombre d'investigations, voire dans 5 cas les supprimer? Et la réponse est oui. On avait d'ailleurs fait des petits calculs de coin de table il y a 7 ans et l'expérience nous a montré qu'on s'était pas trompé. On imaginait qu'il y aurait à peu près sur un tiers du business, on pourrait diviser par 2 ou par 3 le nombre de forages. Et c'est ce qui s'est passé.
Alors, il a fallu un certain temps. Et donc aujourd'hui, en fait, cette entreprise qui faisait des investigations de terrain à la demande est devenue une entreprise qui fait de la réassurance géotechnique en ligne. Vous êtes client, vous tapez votre adresse et on va vous proposer de manière automatique un rapport beaucoup plus rapide, moins cher et infiniment moins carboné que le rapport initial, puisque très souvent, on va avoir moins, dans certains cas, plus du tout d'investigation à faire. Donc vous voyez, là, on a réussi sur ce modèle-là à aligner la marge, l'intérêt du client et la réduction des impacts environnementaux. Il y a même une dernière chose qu'on a alignée, qui est peut-être pour moi scientifique le plus intéressant, c'est que si votre métier devient celui de la réassurance géotechnique en ligne, alors votre métier, c'est de faire des cartes du sol. C'est plus simplement de savoir faire un trou à un endroit, c'est de modéliser, c'est de comprendre, c'est de devenir vraiment un sachant de ce pourquoi à tel endroit il y a un accident géologique qui fait que là en fait on peut pas construire. Et finalement, ça devient une quête vraiment intellectuelle, scientifique, peut-être même contemplative, mieux comprendre le monde, et à partir de là, aider les gens à prendre des bonnes décisions de construction. Donc voilà un premier exemple. Je vous raconte là comme ça l'histoire de manière rapide, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'évidemment, la vraie IA sur le terrain, c'est pas ce qu'il y a dans les bouquins, c'est des données qui sont sales. Hein. Quand vous faites un chantier, les données sont la plupart du temps mal localisées. Il y a eu une erreur sur le capteur, je recevais pas bien le GPS. Ensuite, j'ai mal enregistré. Il y a des décalages sur toutes sortes de problèmes qui font que la plupart du temps la donnée est fausse. Et pourtant, c'est ça le trésor. Et donc, il a fallu des années pour nettoyer ces données. D'ailleurs, avec des techniques d'IA, maintenant même avec de l'IA générative, on va aller chercher des rapports des années 50. Et l'IA générative est extraordinaire pour essayer de récupérer efficacement des informations. Et donc voilà, tout ce travail-là, et tout ce travail de qualification évidemment de l'IA, une IA qui finalement est très simple. En fait, le moteur de prédiction, c'est des champs gaussiens, c'est un peu de géostatistique, donc on est très loin des 1000 milliards et ça fait le job. D'ailleurs, on essaie de faire des choses plus compliquées, ça amène pas grand-chose, voire rien du tout. Donc en fait, on a une IA, on a un modèle statistique assez simple et extrêmement robuste, on comprend, extrêmement explicable, et ils font le job. Et ils font parfaitement le job. Ils font parfaitement le job. Deuxième exemple, dans le domaine énergétique, où il y a énormément de choses à faire, la gabegie de ressources énergétiques est colossale. Hein, c'est une scale-up qu'on a, l'entrepreneur c'était aussi il y a 7 ans, il y avait 5 personnes à l'époque, maintenant on est 200, on a levé 100 millions. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper de la climatisation, de la ventilation et du chauffage de bâtiments, comme Ketch par exemple, qui pourrait devenir notre client. On discutera tout à l'heure. Et on va le faire en mettant du photovoltaïque, des pompes à chaleur géothermiques et en mettant de l'IA partout. De l'IA partout pour comprendre l'usage des locaux. De l'IA évidemment pour prévoir la météo, prévoir les usages, et derrière des boucles d'optimisation stochastique, puisque finalement, à partir du moment où j'ai une pompe à chaleur géothermique, je peux récupérer les calories que je sors l'été du climatiseur, je peux les mettre dans le sol, et l'hiver, je peux je peux les ressortir pour le chauffage. Et donc, la question devient à quel moment est-ce que je stocke, à quel moment je déstocke, c'est un problème d'optimisation stochastique. Donc là, on fait de l'IA partout, on fait de l'IA sur le prédictif, on fait de l'IA sur l'optimisation stochastique, en exécution, on va faire de l'IA aussi sur l'optimisation du système énergétique. On se sert maintenant même un peu d'IAGène, pas tellement, mais un petit peu. Par exemple, on doit installer une nouvelle pompe à chaleur qu'on ne connaît pas. IAGène incroyable pour vous dire voilà comment il faut la monter. Vous lui donnez le PDF. Bon, des gains incroyables. Et donc maintenant, si je regarde un peu le modèle de cette entreprise, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux diviser par 10 la carbonation du bâtiment avec un coût. Alors, ça dépend beaucoup, évidemment, de la variation du prix du gaz. Mais au temps du début de la guerre Ukraine, où le gaz était extrêmement élevé, on avait un retour sur investissement qui était de moins d'1 an. Maintenant, on est plutôt à quelques années. Mais donc voilà, ça veut dire que si j'ai des gens qui sont maîtres d'ouvrage, qui sont capables d'investir sur plusieurs années, on a un produit qui est nettement moins carboné, 10 fois moins carboné, qui est pas plus cher. Et surtout, et ça c'est pas le moindre des avantages, on a une garantie de performance. Parce que si vous avez travaillé un peu avec une chaudière chez vous, quand est-ce que la chaudière est bien paramétrée? Le jour où vient le chauffagiste, et encore, en général tout le reste de l'année elle ne l'est pas. Donc le grand problème dans la gestion d'infrastructures comme ça, c'est comment est-ce qu'à chaque moment, je suis effectivement sur une qualité de service. Et l'IA
et la data sont incroyables pour assurer une qualité de service. Donc là encore, on a un modèle dans lequel on a réussi à aligner la décarbonation, la qualité de service pour le client, quelque chose qui est pas plus cher, bon, ça dépend un peu du prix du gaz, et évidemment, une situation de marge qui est très intéressante pour l'entrepreneur, puisqu'on est dans un business dans lequel on vend pas l'installation du pompe à chaleur, on vend 30 ans d'exploitation d'un bâtiment. Donc on a un business récurrent. Voilà, c'est quelque chose de très sympathique. Je vais vous donner un troisième exemple. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Un troisième exemple qui est plus loin d'ici et qui, pour moi, c'est probablement l'aventure entrepreneuriale que j'ai le préféré dans ma vie, qui montre que l'IA a des promesses, y compris dans les endroits les plus pauvres du monde. Ça se passe au Burkina Faso. Mon client, c'était une entreprise orléanaise qui fabrique depuis 50 ans des pompes à motricité humaine, c'est-à-dire que toute l'année avec le pied, vous avez une pompe qui vous donne de l'eau qui est puisée à 30-40 mètres. Donc, y compris dans le Sahel, vous pouvez avoir de l'eau propre toute l'année. Et donc, c'est des équipements mécaniques, voilà, qui coûtent à peu près 10-15 000 euros, qui traditionnellement sont installés sur dette publique, donc appel d'offres, dette publique, corruption, et surtout, la plupart du temps, on ne sait pas si ça marche. On a mis de l'argent, on a installé, et puis personne ne sait si ça marche. Et en fait, mon client avait installé 100 000 pompes en Afrique, on ne sait pas la proportion de ces pompes-là qui marchent, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un petit capteur avec très peu d'énergie, qui permet juste avec une fraction d'énergie du pied d'avoir un signal sur j'ai pompé 5 litres d'eau tel jour. Et à partir de là, y compris dans les villages du Burkina Faso, vous avez des gens qui ont des téléphones. Alors c'est pas des smartphones, mais ils ont des téléphones parce qu'en Afrique il n'y a pas de banque, donc voilà, l'argent est sur le téléphone. Et en général, la plupart du temps, ils ont des petites choses NFC. Et donc on a réussi avec ça à mettre en place un système de micro-paiement dans lequel Madame va chercher son seau sur le puits. Eh ben, on sait que le 15 mars à 7h32, elle a pompé 5 litres. Et en plus, elle a pu contribuer à un millième de centime de franc CFA, ce qui était un budget totalement négligeable pour elle, qui devait aller faire 30 km pour aller chercher de l'eau. Donc les gens étaient tout à fait contents de payer à partir du moment où vous avez un service. Et donc on se retrouve maintenant dans un système où, en fait, j'ai une garantie de service. En fait, je sais quelle pompe marche. Je sais même faire de la maintenance prédictive avec un peu d'IA, en disant, bah voilà, les problèmes qu'il peut y avoir, c'est quand il y a de la mousson, quand il y a tant de personnes qui s'en sont servies, etc. Et surtout, pour l'entrepreneur, je suis passé d'un modèle d'équipementier, très compliqué, à un modèle d'opérateur connecté. Et je peux même aller voir le gouvernement du Burkina Faso et dire, j'ai plus besoin d'argent public, j'ai juste besoin d'avoir la concession pendant 30 ans sur les villages. Évidemment, on fixe un prix d'eau maximum. Et après je me débrouille. Et en fait, parce que j'ai un business récurrent, je peux même financer la pompe. Et donc je passe à un business model, là encore, d'opérateur connecté, avec de la garantie de performance, et où chaque jour, grâce à l'IA, j'apprends mieux, je fais encore mieux mon métier, parce que j'apprends mieux ce qui fait qu'une pompe, effectivement, peut durablement marcher. Donc voilà 3 exemples. Alors si j'essaie de généraliser un peu la réflexion, les ingrédients stratégiques pour une thèse de pivot Sustainable AI. Les ingrédients stratégiques pour une thèse de pivot Sustainable AI. Qu'est-ce que c'est faire l'IA? On le sait tous. L'IA, c'est mesurer. L'IA, c'est recommander, prioriser, prévoir. L'IA, c'est optimiser. Et l'IA, c'est automatiser. Et alors, avec toutes ces promesses fonctionnelles, il y a plein de choses à faire sur des facteurs stratégiques qui alignent naturellement l'économie et l'environnement. Premier facteur, les gains de production. Les ressources, si vous êtes dans un business dans lequel vous avez évidemment des déplacements, des ressources énergétiques, vous l'avez vu sur mes 3 exemples, eh ben, l'IA, si elle vous permet d'optimiser la gestion des ressources, vous dégagez à la fois de la marge et vous réduisez les émissions. Donc, première voie de réflexion stratégique, où sont les ressources clés de votre business? Et à partir de là, est-ce que je peux effectivement aligné par des économies, la chasse anti-gaspi grâce à l'IA, et aligné de la marge et des économies de ressources. Deuxième facteur stratégique sympathique, autour de la transformation de l'offre, et notamment de l'extension de la durée de vie des produits ou de l'intensification de l'usage des produits. Si vous avez un produit qui reste au parking 5 jours sur 6,
et que vous passez évidemment dans du car sharing, eh ben, vous diminuez l'impact carbone associé à une unité de consommation. C'est aussi simple que ça. Et donc, si, grâce à l'IA, vous rentrez dans, finalement, du pay-per-use, de l'abonnement, de l'utilisation partagée, etc., grâce à la data, grâce à l'IA, etc., eh ben, vous réduisez, vous augmentez votre business, vous avez un business qui est plus récurrent, et vous allez réduire, là encore, de manière alignée avec l'économie, vous réduisez les impacts. Et ça, il y a beaucoup de business dans lequel je peux passer de la vente d'un bien à l'usage plus régulier d'un bien, par exemple en comprenant quand est-ce que mon client s'en sert, quand est-ce qu'il s'en sert pas, en l'aidant à s'en servir mieux, etc. Et là aussi, a priori, c'est des voies d'alignement sustainable AI. Et il y a une troisième voie, peut-être la plus ambitieuse, c'est le changement de business model. Donc, vous avez vu des exemples tout à l'heure, avec deux schémas classiques. Il y a celui de la servicification des biens. Servicification des biens, donc je passe de la vente de biens à la vente d'un service, et donc ça change complètement le modèle, bien sûr. Et là aussi, c'est assez naturellement, ça va m'induire à faire des gains de production et à optimiser la durée d'utilisation de mes actifs, les deux cas précédents. Et vous avez un deuxième cas classique de transformation du business model, c'est la dématérialisation partielle ou complète d'un service. C'est ce qui se passe avec l'entreprise de géotechnique. Plutôt qu'à chaque fois que je rends un service, je me déplace, je fais des études, je fais des prélèvements, eh bien, je vais dématérialiser au moins en partie, en réduisant. Et là encore, je peux rendre un service meilleur, moins cher, et qui consomme moins. Donc voilà un peu des pistes d'analyse stratégique pour essayer de, finalement, faire mieux son travail dans l'intérêt de tout le monde. Alors, pour finir mon exposé, je vais vous parler d'une chose dont j'ai pas du tout parlé, alors que la plupart du gens, quand ils parlent de sustainable, eh ben, ils commencent par ça. C'est l'impact carbone, l'impact environnemental des IA. Et pourquoi est-ce que j'ai pas commencé en parlant de ça? J'espère que vous avez compris. C'est que pour moi, ce serait tout à fait Shadok si vous aviez un SLM absolument génial, parce que j'ai divisé par 10 puissance 6 la taille, et donc j'ai un modèle qui consomme vraiment beaucoup moins, et que ce même modèle sert à des usages totalement lobotomisants ou polluants. Donc pour moi, le plus important, c'est de commencer par la stratégie, la finalité, avant de réfléchir sur la décarbonation de l'IA. C'est pour ça que je vous ai parlé 80% du temps de la finalité. Mais il faut quand même dire un mot sur les 20% restants, sur l'usage. Et bien sûr, à partir du moment où je suis dans une promesse Sustainable AI, il serait déraisonnable que de vouloir alimenter ce changement de business model vertueux avec des IA qui seraient gloutonnes. Ce serait déraisonnable. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas uniquement raisonner sur la raison parce que vous n'arriverez pas à séduire. Donc il faut rendre désirable le challenge d'avoir des IA qui consomment moins. Et pour ça, il y a une astuce que j'ai utilisée qui marche pas mal, qui consiste, alors ça dépend un peu des business, mais qui consiste à dire, écoute, je veux que tu sois le meilleur du monde sur le rendement algo-énergétique. Combien de kilowattheures tu utilises pour entraîner et inférer en cycle de vie ton IA versus combien de kilowattheures tu as fait gagner. En fait, c'est là-dessus que tu dois être le meilleur du monde. Et donc, je lance un challenge là-dessus. Et donc, je sors du « Ah oui, mais tu sais, si j'avais encore plus de GPU, je pourrais passer de 95,8 à 96,2 et donc je pourrais être numéro 1 sur le leaderboard de Hugging Face. » Donc, je sors de cette logique d'optimisation de la performance, entre guillemets, du moyen, et je rentre sur l'optimisation de la performance de la fin par rapport au moyen. Et dans ce contexte-là, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire pour être les meilleurs du monde sur des ratios, vous voyez, qui vont comparer la valeur créée avec le coût. Et notamment en termes mathématiques, c'est très intéressant. Moi, j'étais autrefois chercheur en maths. C'est beaucoup plus intéressant de faire un modèle avec peu de paramètres. D'ailleurs, ce qui est fantastique avec ce qu'a fait Einstein, c'est qu'il explique quand même une bonne partie de l'histoire de l'univers avec 3 équations. Alors qu'il n'a pas eu besoin de 1000 milliards de paramètres, Einstein. Et pourtant, il explique une bonne partie de l'histoire de l'univers. Finalement, c'est ça la beauté, la noblesse de la recherche scientifique, c'est d'arriver
à simplifier le monde en captant son essence à travers la description la plus parcimonieuse que soit. C'est ce qui provoque normalement la plus grande joie en modélisation. Et donc c'est ça qui pourrait devenir finalement le lièvre vraiment passionnant. C'est si je disais, écoute, le meilleur du monde, c'est celui qui va craquer le modèle avec le moins de paramètres, parce que c'est celui-là qui l'aura vraiment compris. Et donc voilà, dans ce sens-là, je pense qu'on peut aussi essayer d'encourager des vocations à quérir ce lièvre de manière désirable, y compris de la parcimonie algorithmique. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Si, bien sûr. On va prendre quelques questions. Bien sûr, on va décaler de 10 minutes comme ce matin. Donc pas d'inquiétude pour ceux qui veulent voir les talks dans les autres amphis. On prend quelques questions. Merci encore pour cette présentation très inspirante. Qui veut se lancer? Question ou réflexion, hein, vous n'êtes pas obligé de... Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Donc vous avez parlé de la réglementation et que vous n'étiez pas forcément pour. Moi, je me pose une question. Est-ce que on n'est pas plus créatif dans la contrainte, alors que ça soit dû à une réglementation ou la contrainte environnementale? Est-ce que finalement, c'est pas ça qui permet d'être plus imaginatif? Moi, je m'en rends compte dans le monde académique où on n'a pas accès aux ressources de calcul, on n'a pas de sous, pas de GPU, et ben on déploie des solutions. Peut-être qu'on serait allé vers de la facilité si on n'avait pas eu ces contraintes. Merci pour votre question. Alors, bon, évidemment, j'ai fait une présentation un peu caricaturale pour qu'elle soit sympathique à entendre. Bien sûr que la réglementation, beaucoup de choses qui sont utiles. Si on n'interdisait pas le crime, on serait dans une société archi-violente. Bien sûr, il y a un certain nombre de règles. Alors, je vais faire deux réponses à votre question. Une réponse économique et une réponse philosophique. Alors, la réponse économique, bien sûr qu'il faut la contrainte. Et justement, si vous êtes entrepreneur, votre vie, c'est les contraintes. Simplement, effectivement, c'est pas forcément une contrainte purement réglementaire. Ça peut être tout simplement, c'est ce que vous avez dit, j'ai pas beaucoup de moyens. Voilà une magnifique contrainte. Pas beaucoup de moyens, ça force à être inventif, ça force à être créatif. Donc, oui, il faut des contraintes, mais on n'a pas forcément besoin de réglementation pour les savoir. Après, bon, encore une fois, il y a des réglementations qui sont quand même intéressantes, notamment au plan environnemental. Il y a des choses qui stimulent l'inventivité. Cela dit, je pense qu'on a été beaucoup trop loin dans la réglementation. Et là, on est en train de croire qu'on va battre Trump en disant que je vais mettre des règlements en Europe. Je crois pas. Je crois que si on veut avoir un autre modèle, il faut rendre désirable la poursuite du développement durable et non pas contraindre les gens de manière excessive. Il faut contraindre un peu, mais on est déjà tellement loin dans la réglementation. Et donc maintenant, je vais vous donner une version philosophique. Je vais faire parler mon associé Blaise Pascal. Pascal dit « Il faudrait que l'on mît ensemble la justice et la force. Ne pouvant faire que la justice fût forte, on fit que la force fût juste. » Pascal vous dit, écoutez, les lois, elles sont surtout contraignantes, elles sont pas forcément justes. Voilà, donc c'est une espèce de scepticisme a priori, qui est, encore une fois, il faudrait relativiser, mais c'est tout le problème de la réglementation, c'est que vous avez des choses qui sont toujours très imparfaites et qui sont bourrées d'effets secondaires. Et voilà. Et donc, bon, cela dit, il en faut un peu, mais m'est avis qu'aujourd'hui, notamment sur le sujet de l'IA, on se trompe si en Europe, on se dit qu'on va battre les États-Unis et la Chine en mettant encore plus de règlements. Je pense qu'on se trompe. Bonjour, merci beaucoup, c'était très inspirant. Du coup, c'est effectivement, enfin, voir quels sont les biais cognitifs, c'est important pour mettre des bons challenges. Du coup, moi, je trouve ce challenge extrêmement intéressant vu que je travaille sur ce genre d'approche plutôt frugale. Mais après, je me dis, qui c'est les leaders dans le marché, les GAFAM, eux, ils ont la puissance. Justement, est-ce qu'ils n'orientent pas toutes ces choses vers la quête de la puissance, de la meilleure performance, parce qu'ils sont quasiment les seuls à pouvoir aller si loin. Donc comment on fait pour lutter contre ça?
Alors moi, je crois beaucoup à la concurrence. D'abord parce que je suis un ancien chercheur et l'endroit dans le monde où il y a le plus de concurrence, c'est la recherche scientifique. Pour ceux qui ont été chercheurs, c'est un lieu de concurrence exacerbée, la recherche scientifique. Si vous voulez être le meilleur, c'est très 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 dur. Donc moi, je crois beaucoup aux vertus de la concurrence. Donc je pense qu'il ne faut pas se plaindre des GAFAM, il faut faire mieux. Il faut faire mieux. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, se dire ils sont méchants, tout ça. Non, il faut juste faire mieux. Alors mieux, sur des terrains qu'on a choisis. Mais je pense que, par exemple, voilà, Sustainable AI, en Europe, on a la possibilité de faire des choses désirables et meilleures sur ce champ-là. Et qu'il faut rendre désirables aux autres. Après, il y a une deuxième chose. Étant un apôtre de la concurrence, moi je suis pour l'antitrust. Je pense que ça fait des années qu'il aurait fallu couper Google. Et maintenant, il va falloir couper les modèles fondationnels. Il faut de l'antitrust. Parce qu'évidemment, quand on n'a pas d'antitrust, assez vite, toutes les startups sont rachetées par quelques personnes et finalement, on étouffe l'innovation et on rentre dans des tentations de pouvoir qui sont extrêmes. Hein, c'était été tout le problème. À l'époque où Google avait en France 90% des parts de moteurs de recherche, en fait, c'est Google, d'une certaine manière, qui contrôlait l'accès à la vérité. Parce que c'est à travers Google qu'on allait chercher les informations. Donc ça, voilà, je suis pour faire concurrence avec des meilleures boîtes et d'autre part, être sous l'antitrust. Une dernière question, et puis... Oui, bonjour. Vous nous avez parlé tout à l'heure, vous nous avez posé la question de nos plus grandes peurs et nos plus grands rêves par rapport à l'IA. Et vous, quel est votre plus grand rêve et votre plus grande peur par rapport à l'IA, justement? Moi, mon plus grand rêve, c'est que un usage juste de l'IA nous permette à chacun de poursuivre plus parfaitement sa vocation personnelle. C'est-à-dire que l'IA, voilà, soit un outil qui permette de manière massive à chacun de se développer et de contribuer au bien commun. Et je pense que il y a cette promesse-là. Alors, il y avait déjà cette promesse-là dans Internet. Après, je suis pas un naïf. Il y a beaucoup de choses qui vont contre ça. Mais il y a quand même dans l'IA une nouvelle révolution dans l'accès à la connaissance qui élargit les possibilités pour tout le monde. Et je vais vous citer une expérience d'un copain entrepreneur qui a monté un réseau social pour les gens de la rue, qui s'appelle Entourage. Hein, avec cette vision de dire, si je suis dans la rue, je suis dans une forme de mort sociale. Et alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on va arriver dans la rue, mais pour s'en sortir, ce qui est très difficile, c'est qu'on a une solitude extrême. Le monde est une jungle. Et en fait, la vie, évidemment, on progresse dans la vie familiale, sociale, professionnelle, avec des rencontres. Et donc, son idée était de dire, je vais développer un réseau social qui est fait par les gens de la rue, pour les gens de la rue, parce que les gens de la rue, comme les villageois au Burkina Faso, ont des téléphones, pour la plupart. Et cette aventure est extraordinaire. Maintenant, il met de l'IA pour que les gens, entre eux, s'entraident, hein, se rendent des petits services. Et il y a des expériences fascinantes. Donc, il y a cette puissance dans l'IA, voilà, de donner à chacun la possibilité de contribuer avec sa personnalité propre, y compris venant des endroits extrêmement pauvres, y compris venant de la rue, de contribuer au bien commun. Et ça, pour moi, c'est un grand rêve. Le cauchemar, pour moi, je suis un grand lecteur de Tocqueville, je suis très... Je pense qu'il y a un risque de totalitarisme algorithmique qui est non nul. L'outil IA est un outil incroyablement puissant pour manipuler les consciences. Et on a beau jeu de dire que c'est l'IA, tu comprends, mais l'IA est tellement puissante que l'IA va... Mais en fait, non, c'est pas l'IA qui est tellement puissante, c'est les personnes qui sont derrière l'IA qui ont une puissance totalitaire. Et elles auront beau jeu de dire, mais tu comprends, c'est pas de ma faute, mais le calcul de crédit social fait que t'as pas le droit de prendre un avion, t'as pas le droit de faire... En fait, voilà, donc je pense que cette tentation de pouvoir totalitaire, elle est très très grande. Et pour moi, ce serait le pire. Merci encore une fois. On peut l'applaudir, Étienne Leroquigny.